L'histoire de Jeanne Bécu, comtesse du Barry, est assez singulière. En effet, cette roturière partie de rien deviendra la dernière favorite de Louis XV, dit le bien-aimé. Madame du Barry, c'est également une grande passionnée d'art, de mode et de bijoux. Louis XV lui offrira des joyaux d'un raffinement exquis, témoin de son amour et de sa passion. Mais c'est ces derniers qui, le 8 décembre 1793, l'emmèneront tout droit à l'échafaud à la suite d'événements rocambolesques. Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à découvrir l'histoire incroyable du vol des bijoux de la du Barry. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser également un j'aime ou un commentaire pour nous aider à développer la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Jeanne Bécu est née le 19 août 1743 à Vaucouleurs en Lorraine. Fille d'une couturière et d'un père à l'identité incertaine mais possiblement un moine nommé Frère Ange, rien ne l'a prédestinée à s'élever au sommet de la société. Les Bécu quittent Vaucouleurs pour Paris. Anne Bécu, la mère de Jeanne, y épouse Nicolas Rançon, un domestique. Jeanne intègre un pensionnat où elle côtoie des filles de la bourgeoisie et de la noblesse, une période pendant laquelle elle recevra une éducation bourgeoise et apprendra les bonnes manières. Elle quittera le pensionnat à l'âge de 15 ans. Ses parents, aux revenus très modestes, ne pouvant pas l'assumer, elle sera un temps femme de chambre puis marchande ambulante. Elle trouvera ensuite une place en tant que vendeuse rue Neuve des Petits Champs à La Toilette, un magasin de mode. La plupart des clients appartiennent à la bonne société parisienne. Jeanne est dans son élément. Elle est au courant des dernières modes. Elle découvre les différentes étoffes et motifs, nourrissant un intérêt grandissant pour les tenues et les accessoires. Puis Jeanne, en contact avec la haute société parisienne, commence à intégrer les salons de lecture. Puis, profitant de son incroyable beauté, elle entre dans le monde de la galanterie pour arrondir ses fins de mois. Elle se fera même surnommer Mademoiselle Lange. Elle intégrera ensuite une maison de plaisir où elle enchaînera les soirées libertines en compagnie de l'aristocratie parisienne. C'est dans ces salons qu'elle fait la rencontre de Jean-Baptiste du Barry, un aristocrate désargenté ayant abandonné son épouse et ses enfants, préférant écumer les tripots, les maisons de jeu et les lieux de plaisir, ce qui lui vaudra le surnom de Le Roué. Flairant la possibilité de faire carrière dans cet univers particulier, il devient en quelque sorte proxénète, proposant un catalogue de filles pour de riches clients. Séduit par Jeanne, il décide de la prendre sous son aile. Cette dernière deviendra par la suite sa maîtresse et prendra le nom de Bovarié. Un rapport de Louis Marais, responsable de la brigade des mœurs en date de décembre 1764, relève. Le marquis du Barry a fait paraître en loge la demoiselle Bovarié, sa maîtresse. C'est une personne de l'âge de 19 ans, grande, bien faite, l'air noble, de la plus jolie figure. Certainement, il cherche à la brocanter avantageusement. Du Barry connaît tout le monde à Versailles. Il présente la jeune Jeanne à la plupart des nobles à la recherche de chair fraîche. C'est de cette manière qu'elle rencontre peu à peu les puissants de la cour, tels que le duc de Richelieu, petit-neveu du cardinal. Mademoiselle Lange possède désormais une réputation bien établie dans l'univers de la galanterie parisienne, travaillant sans relâche pour son proxénète, une situation qui inquiétera même l'inspecteur Louis Marais de la brigade des mœurs, qui s'alarme sur son rythme de travail, la qualifiant de vache à lait de Du Barry. À l'âge de 60 ans, Louis XV perd sa maîtresse officielle, Madame de Pompadour, puis son fils le dauphin, sombrant peu à peu dans la déprime. Les membres de la cour s'en alarment et font tout pour remonter le moral du roi en lui présentant toujours plus de filles pour le divertir. Mais le cœur n'y est plus, et ses aventures d'un soir n'ont pas l'effet escompté sur ce dernier. C'est là que Jean-Baptiste du Barry décide d'introduire Jeanne dans le lit du roi de France. Il arrive à convaincre le duc de Richelieu, et surtout le premier valet de chambre de Louis XV, Lebel, de présenter celle que tout le monde appelle Mademoiselle Lange. Lebel, plus qu'un simple valet de chambre, tient le rôle de testeur. En effet, il s'assure que les filles présentées au roi sont valables avant de les placer dans son lit. Du Barry la lui présente sous le nom de comtesse du Barry et en se gardant bien de dire qu'elle a déjà couché avec toute la cour. C'est de cette manière qu'elle est introduite auprès du roi pour la première fois. Louis XV est subjugué par cette femme à la beauté sans nom, et c'est véritablement le coup de foudre. Jeanne de son côté, malgré l'écart d'âge, est également séduite par cet homme très bien conservé et à la délicatesse et à la gentillesse folle. Très vite, après plusieurs rencontres, Louis XV décide de présenter sa maîtresse à la cour afin d'officialiser sa liaison. Mais pour Du Barry et le duc de Richelieu, c'est le drame, car le roi ignore tout de son passé sulfureux et de ses origines. Pour être présenté à la cour, en effet, il faut absolument appartenir à la noblesse et être une femme mariée. Or Jeanne n'est pas mariée. Devant la catastrophe, Lebel révèle le secret à Louis XV, qui entre dans une colère folle et lui demandera de la marier. Jean-Baptiste du Barry, qui est déjà marié, propose de régler cette déconvenue en mariant Jeanne à son frère Guillaume du Barry, qui, à l'image de Jean-Baptiste, ne refuse jamais une grosse somme d'argent. Le mariage se fait dans la foulée, dans le secret, en 1768 à 5 h du matin, et Jeanne devient officiellement comtesse du Barry. Cependant, autre problème, le nom, du Barry, n'est pas assez remarquable dans la noblesse française, mais on raconte qu'ils sont liés aux Barrymore, une puissante famille anglaise, et le généalogiste de la cour ferme les yeux. Jeanne du Barry adopte donc les armes des Barrymore et leur devise qui prend ici tout son sens, goûter en avant.
Le 22 avril 1769, Jeanne du Barry est enfin officiellement présentée à la cour. L'ensemble du public est subjugué par sa beauté et son élégance. Certains néanmoins s'opposeront à Jeanne, essayant de la déstabiliser par tous les moyens, comme le duc de Choiseul. Un nombre considérable de chansons et de pamphlets sur Madame du Barry verront le jour sans jamais l'atteindre, la faisant même rigoler. Louis XV, lui, ne rigole pas du tout et décidera de disgracier et d'exiler le duc de Choiseul. Dernier obstacle, Jean-Baptiste du Barry, qui, ne pouvant plus tirer profit de son ancienne protégée, essaye d'obtenir de l'argent auprès du roi par tous les moyens. Pour s'en débarrasser, Louis XV lui offrira l'équivalent de plusieurs châteaux en Provence, en l'obligeant à ne plus jamais remettre un pied à Versailles. Pouvant enfin profiter de son amour avec Jeanne, Louis XV commence à la couvrir de cadeaux, lui offrant même le pavillon de Louvciennes. Dès le premier jour, le roi donne à sa nouvelle maîtresse un collier en diamant, une aigrette ou encore une paire de boucles d'oreilles en girandole. Rapidement, elle fut à la tête d'une immense fortune grâce aux largesses du roi. À Versailles, les fournisseurs accourent en foule. Ce ne sont que joailliers, orfèvres, bijoutiers, parfumeurs, marchands de soieries, de dentelles qui se disputent les commandes de Madame du Barry. En 1772, Louis XV demanda aux joailliers parisiens Baumer et Bassange de créer pour Madame du Barry un collier de diamants à la beauté inégalable. Ce dernier sera d'ailleurs au centre d'un scandale qui contribuera à la chute de la monarchie française. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo que j'ai tournée à ce sujet, le lien est dans la description. Les joailliers Aubert, Retier, Rouen, Lecomte, Baumer, Demey, Strass et Beaulieu lui apportaient chaque jour de véritables merveilles qu'elle achetait sans discuter. Ainsi, en 1772, Aubert lui fournit pour 91 000 livres de bagues, colliers et bracelets. De 1768 à 1774 seulement, les dépenses en bijoux s'élèvent à plus de 2 millions de livres, soit presque 20 millions d'euros actuels. En 1775, Madame du Barry achète à Aubert une parure au prix de 390 000 livres et un pompon en brillant pour 20 000 livres, ce qui donne un total de 410 000 livres, une véritable fortune pour l'époque. Autre folie, on note en l'espace de 5 ans une dépense de près de 500 000 livres auprès du tailleur Carlier pour l'habillement de ses domestiques et des membres de sa famille. Pour son pavillon, la comtesse dépensera près de 350 000 livres en mobilier et 350 000 de plus pour sa rénovation. 60 000 pour les dorures des cheminées, soit près d'1 million de livres au total. Sur la période de 1768 à 1774, ce sont près de 6 400 000 livres qui sont dépensés par Madame du Barry, sans compter les présents personnels du roi. Autre note que l'on retrouve, celle du joaillier Aubert, qui, souhaitant se débarrasser d'une parure, la propose à Madame du Barry, montant de la facture 190 000 livres. C'est également à cette période qu'elle doit affronter une nouvelle ennemie, Marie-Antoinette, venue épouser le petit-fils de Louis XV. Lorsqu'on lui présente Madame du Barry, Marie-Antoinette est absolument scandalisée. Jeanne du Barry sent ensuite peu à peu le vent tourner. Le roi commence à vieillir et elle sait qu'à sa mort ce sera la disgrâce et qu'elle devra apprendre à vivre sans son amant. En effet, le roi contracte la variole et aucun médecin ne parvient à le soulager. Et l'on sait déjà que l'on assiste à ces derniers moments. Le futur Louis XVI et Marie-Antoinette sont écartés de la chambre du roi par peur de la contagion. Seule Madame du Barry veillera sur le roi jour et nuit au péril de sa vie, manifestant ainsi une réelle preuve d'amour. Le 4 mai 1774, la raison d'État poussera Louis XV à renvoyer sa maîtresse pour vivre ses derniers jours le plus pieusement possible. Il ne la reverra plus jamais. 6 jours plus tard, le roi s'éteint à l'âge de 64 ans, non sans avoir à plusieurs reprises demandé la présence de la comtesse. Jeanne reçoit alors l'ordre de se retirer au couvent et de ne recevoir personne. Elle y passera 11 mois, vivant très mal cette expérience. Désormais privée de revenus, Jeanne commence alors à vendre certaines de ses plus belles parures, une vente dont elle retirera près de 200 000 livres. Elle se lie d'amitié avec un ancien amant du temps où elle se faisait appeler Madame Lange, le prince Charles-Joseph de Ligne. Ému par la détention de son ami au couvent, il décide de défendre sa cause auprès de Louis XVI. Le nouveau roi se laisse convaincre, mais interdit à Jeanne du Barry de vivre à moins de 50 km de Versailles. Dans l'impossibilité de rejoindre son cher pavillon de Louvciennes, elle achète alors le château de Saint-Vrain, au sud de Paris. La comtesse, de retour dans son élément, aide activement les habitants et reçoit sa famille et ses amis. En octobre 1776, Louis XVI accepte de supprimer la limite de 50 km autour de Versailles à Madame du Barry. Elle peut enfin retrouver Louvciennes et l'ensemble de ses biens. Toutes les personnalités défilent chez Madame du Barry, y compris le frère de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II, de passage à Paris. Parmi ses visiteurs réguliers se trouve également le duc de Cossé-Brissac, lieutenant-colonel des 100 Suisses et gouverneur de Paris. Il prend auprès de Jeanne du Barry le rôle de confident dévoué, empressé, amical et bien davantage. De l'avis général, le duc de Brissac est un gentilhomme et un très bel homme, grand, blond, aux larges épaules, les yeux bleus, des manières extrêmement délicates. Il lui est tout dévoué. De nombreuses lettres du duc de Brissac à Madame du Barry ont été conservées. Elles sont simples et touchantes. La relation entre les deux a été une véritable histoire d'amour et l'homme s'y montre sans fard, parfaitement sincère, comme en témoigne ce passage d'une lettre du duc à la comtesse. Je vous offre mes hommages et mes remerciements de votre exactitude à me donner de vos nouvelles.
Elles sont mon seul bonheur, comme de penser à vous, au sentiment éternel que je vous ai voué et que je vous offre de tout mon cœur. La comtesse, qui organise régulièrement des fêtes en compagnie de l'aristocratie, s'endette considérablement en allant jusqu'à supplier Louis XVI de convertir sa rente de 60 000 livres par an en un solde de 1 250 000 livres pour faire face à ses dépenses. Du 21 août 1779 au 1er octobre 1780, son intendant relevait déjà un déficit de plus de 40 000 livres sur la dépense courante, pour une dette estimée à près de 1 million de livres. Madame du Barry est royaliste. Elle partageait l'opinion de Louis XV sur la monarchie absolue du temps où elle vivait à Versailles. Cependant, elle avait bien senti les différents reproches que l'on faisait à ce régime. Accueillant chez elle les philosophes des Lumières et les économistes qui parlent tous de réforme, connaisseuse de Jean-Jacques Rousseau grâce au duc de Brissac et bien au courant de la vie des indigents, du fait de ses origines et de son dévouement auprès des pauvres, elle est acquise aux idées libérales. Lors de l'ouverture des États généraux de 1789, la rumeur veut qu'elle fût présente et que, devinant les difficultés à venir, la comtesse aurait dit « Si Louis XV avait vécu, tout cela n'aurait pas été ainsi ». Après la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, le duc de Brissac doit partir dans son Anjou natal pour contenir les troubles de la Grande Peur. Madame du Barry se languit de lui, elle écrit beaucoup et souvent. À Durtal, son carrosse est arrêté. Une foule excitée veut le mettre à mort. Il faut l'intervention des autorités pour avoir un sursis et finalement le libérer peu avant le 25 août. Contrairement à beaucoup de nobles, la comtesse du Barry pense ne rien craindre. Soucieuse de sa tranquillité et de son confort, elle n'a pas le sentiment d'appartenir à l'aristocratie et est prête à obéir aux nouvelles lois. Traquée par ses créanciers et privée de sa rente, Madame du Barry décide de se séparer de quelques diamants dont elle obtiendra 133 000 livres à Amsterdam en novembre 1789. Tous ces mouvements d'argent et de bijoux ont vraisemblablement attiré les convoitises de malfaiteurs, puisque c'est en 1791, pendant l'absence de Madame du Barry, l'appartement où les diamants étaient réunis dans une superbe commode en porcelaine de Sèvres, évaluée à elle seule plus de 80 000 livres, fut forcé, et les bijoux disparurent. Du Barry perd alors plus de 140 gros diamants, 700 brillants, 300 grosses perles, 3 gros saphirs, 7 grandes émeraudes, sans compter les onyx, rubis, sardoines, émaux, bijoux en or, médaillons, colliers, bagues, etc. Le tout évalué par la comtesse à 1 500 000 livres. La police se mobilisa, mais il y eut plusieurs fausses pistes qui firent perdre du temps. Jeanne du Barry décide d'agir elle-même. Elle fait diffuser un avis promettant une forte récompense à celui qui lui rapportera ses bijoux. Elle fait publier une liste complète de ce qui lui a été dérobé à Louvciennes. Mais grave erreur, car avec cette idée, l'attention des révolutionnaires se porte désormais sur elle qui jusqu'alors était passée inaperçue. Un mois s'écoula sans que les plus actives recherches fussent couronnées de succès. Lorsque, le 15 février 1791, la comtesse du Barry reçut de Londres un courrier qui lui annonça que les 3 voleurs étaient arrêtés. L'un d'eux s'était en effet présenté chez le joaillier Simon de Londres qui lui avait offert à bas prix divers diamants. Simon, se doutant d'un vol, fit arrêter les 3 individus et mettre les bijoux en sûreté. La police anglaise apprit que les diamants appartenaient à la comtesse du Barry et la prévint immédiatement de la découverte. Madame du Barry se rend tout de suite à Londres en compagnie de son joaillier et de plusieurs domestiques, où elle reconnut ses bijoux, qui devront rester sur place en attendant la fin de l'enquête. Les voleurs sont emprisonnés, mais, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'accord d'extradition entre la France et l'Angleterre. Les voleurs, arrêtés en Angleterre, doivent purger leur peine en Angleterre pour recel, avant de retourner en France pour être jugés pour vol, et pour que Jeanne puisse se faire restituer ses pierres par la banque. Cependant, les 3 voleurs donnèrent le nom de leurs complices français, dont un certain Philippe Joseph, qui avait fait l'acquisition de plusieurs pièces. Le receleur est perquisitionné le 10 mars, mais il avait déjà fui en Belgique. On retrouve 24 000 livres dans une boîte cachée dans le tuyau de sa cheminée. Son épouse, une juive allemande ne parlant pas français, et sa servante prétendent alors qu'il les a gagnés à une loterie, puis qu'il fit des bénéfices sur la vente de différents objets. Ces déclarations suspectes leur vaut d'être mis à la prison de l'abbaye. Entre-temps, son amant, le duc de Brissac, devenu commandant en chef de la garde constitutionnelle du roi dissoute par l'Assemblée législative le 29 mai 1792, est arrêté et emprisonné à Orléans et en attente de jugement par la Haute Cour à Paris. Le 10 août 1792, le palais des Tuileries est pris d'assaut par les émeutiers et la famille royale incarcérée à la tour du Temple. Puis, les massacres de septembre éclatent à Paris. Le 9 septembre 1792, le convoi qui ramène à la capitale le duc et ses compagnons prisonniers passe par Versailles où ils sont tués. Les corps des suppliciés sont dépecés et la tête du duc est, selon la légende, jetée dans les jardins de la comtesse du Barry à Louvciennes. Madame du Barry décide de se rendre une nouvelle fois à Londres pour récupérer ses bijoux, se moquant totalement du danger. En effet, depuis quelque temps, elle est surveillée par un espion de la Convention qui note le moindre de ses faits et gestes. En 1793, à la suite de l'exécution de Louis XVI, elle assiste à une cérémonie funèbre en mémoire du roi donnée à l'ambassade d'Espagne. Madame du Barry revient précipitamment en France pour éviter la position des scellés sur sa propriété de Louvciennes,
où elle est immédiatement arrêtée et emprisonnée. Madame du Barry ne croit pas à ce qui lui arrive et elle est persuadée que c'est un malentendu et que cela va s'arranger. Les habitants de Louvciennes essaieront de lui venir en aide en lançant une pétition qui n'aura cependant aucun effet. 2 jours avant son procès, elle est transférée à la prison de la Conciergerie, dans ce que l'on appelle alors l'antichambre de la mort. Le jour du procès, elle arrive avec le sentiment que tout va s'arranger et que ce n'est qu'une méprise. Seulement, peu à peu, elle découvre que beaucoup de monde cherche sa perte. On lui reproche d'avoir organisé le vol de ses bijoux pour permettre de financer les contre-révolutionnaires installés à Londres, ou encore d'avoir affaibli Louis XV en lui soutirant de l'argent. À l'annonce du verdict, Jeanne est prise d'un malaise. En effet, elle est condamnée à la peine capitale. De retour dans sa cellule avant sa montée à l'échafaud, ses geôliers lui laissent entendre que si elle révèle la cachette de ses bijoux, elle aura la vie sauve. Jeanne indique alors avec précision les différentes cachettes dans sa propriété de Louvciennes. Animée par l'espoir, Jeanne s'entend à être libérée. Mais le lendemain, elle est mise dans la charrette des condamnés à mort. Pendant tout le trajet, elle suppliera et criera en se débattant comme une folle. En montant sur l'échafaud, sur l'actuelle place de la Concorde, ses dernières paroles auraient été « Monsieur le bourreau, encore un instant ». Des dernières volontés qui ne seront pas exaucées car quelques instants plus tard, la tête de la comtesse est tranchée par la lame de la guillotine. On retrouve une note mentionnant la remise de certains bijoux ayant appartenu à Madame du Barry à la Monnaie de Paris. Une montre dans sa boîte d'or de Genève, cadran à quantième, un cachet surmonté d'un pilastre de jaspe sanguin et d'une émeraude où se trouvent 2 O et 2 L, et une clé d'or. Titre inconnu. Une bague ovale avec une pierre en cabochon nuancée couleur café et montée en or, dite argentine rougeâtre ou aventurine. Un médaillon en or représentant le duc de Brissac, un couteau à lame d'or, le manche d'ébène garni de 2 viroles de 11 brillants, chacun est recoupé. Une bonbonnière ovale en cristal de roche, le pourtour et le fond carré, les charnières et la gorge en or portant une rose de 7 brillants, recoupée. Une bague en or portant un brillant triangulaire, petit, jaune, monté à jour, une monture de cachet en or à 4 branches garnies ainsi que l'entourage de petits brillants. Une paire de boucles de femme en or ornées chacune de 36 grosses perles et de 4 très petites aux angles. Une autre paire de boucles montées à jour, chacun de 44 brillants. Une boîte de montres en or entourée de 20 brillants, recoupés de chaque côté et de 10 rubis. Mais que sont devenus les célèbres diamants et bijoux issus du vol ? Il semblerait qu'ils aient été vendus à Londres à la fin de l'enquête afin de calmer les nombreuses réclamations des créanciers de Madame du Barry. La chancellerie française décida de les mettre en vente chez James Christie, le fondateur de la célèbre maison de vente internationale Christie's. Ainsi, même après sa mort, la du Barry était poursuivie par des avidités insatiables. La Révolution, ses parents, ses fournisseurs se disputaient ses dernières possessions.